Salutations et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire qui semble tout droit sortie d'un épisode de Mad Men croisé avec un roman de science-fiction. Imaginez, on est au tout début des années 60. La guerre froide, la course à l'espace, et une nouvelle technologie à la fois mystérieuse et un peu effrayante commence à faire parler d'elle. L'ordinateur. Et c'est dans ce contexte-là qu'une petite entreprise a une idée complètement folle. Utiliser ces fameux cerveaux électroniques pour prédire, et peut-être même, qui sait, influencer le vote des Américains. Et qui a été presque totalement oublié en fait. C'est l'historienne Gilles Leport qui l'a vraiment ressuscité dans son livre If Ten, et notre analyse, elle s'appuie justement sur la critique de cet ouvrage par James Gleick. L'idée, c'est vraiment de remonter à la source, de comprendre les toutes premières origines de l'analyse de données en politique. On va voir comment une ambition qui semblait être de la pure fiction à l'époque de Kennedy est devenue la réalité banale et parfois un peu inquiétante de notre quotidien. C'est ça qui a posé les bases de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, de Facebook à Cambridge Analytica. C'est un peu l'acte de naissance secret de notre ère numérique en quelque sorte. Une histoire de pionnier, de génie, mais aussi d'une ambition un peu démesurée. Alors, décomposons un peu tout ça. Et pour commencer, je crois qu'il faut parler d'un roman à suspense, un livre de 1964, qui, sans que personne le sache, racontait en fait une histoire bien réelle. Exactement. En 1964, un livre qui s'appelle The 480s fait un véritable carton. Il est vendu comme un roman choc, vous voyez, qui révèle les secrets de la politique. L'idée centrale, c'est une machine, un superordinateur capable de classer chaque électeur américain dans une des 480 catégories sociodémographiques pour manipuler une élection présidentielle. À l'époque, la critique du New York Times a jugé ça totalement invraisemblable. De la science-fiction pure. Sauf que ce n'était pas de la fiction. C'est ça qui est dingue. Le roman était directement inspiré d'une vraie société, la Simulmatics Corporation, fondée en 1959. Et ces 480 catégories d'électeurs, elles existaient pour de vrai. Tout comme le travail qu'ils ont mené, dans le plus grand secret, pour la campagne de John F. Kennedy en 1960. C'était un projet d'une ambition folle. L'un des fondateurs a même décrit leur travail comme, je cite, un pari digne d'un projet Manhattan en politique. Rien que ça. Ils pensaient vraiment avoir trouvé l'arme secrète qui allait révolutionner les élections. Mais alors, qui étaient ces gens? Des génies de l'informatique? Des stratèges politiques? Un peu tout ça? C'est un mélange assez improbable. À la tête de Simulmatics, on trouve un certain Ed Greenfield. Le livre le dépeint comme un pur produit de Madison Avenue, un publicitaire charismatique, un baratineur qui voyait la politique comme un nouveau marché, un produit à vendre comme un autre. Et il a eu l'idée de rassembler une équipe de scientifiques de très haut vol pour donner une caution intellectuelle à son projet. Et ces scientifiques, on les surnommait les What If Men, les hommes du « et si ». J'adore ce nom, ça dit tout de leur approche. Et si on pouvait modéliser le comportement humain? Et si on pouvait le prédire? C'est exactement ça. C'était des universitaires, des figures de l'establishment libéral de l'époque, majoritairement des hommes blancs, brillants, et complètement obsédés par l'idée de mettre le comportement humain en équation. Pour eux, les ordinateurs de l'époque, il faut imaginer, c'était des machines gigantesques qui occupaient une pièce entière. Ah oui, on parle des machines avec les cartes perforées, les bandes magnétiques. Absolument. Des monstres de métal qui utilisaient des technologies qui nous semblent aujourd'hui archaïques. Prenez la mémoire RAM, certains ordinateurs de l'époque, comme l'IBM 704 qu'ils utilisaient, se servaient de réservoirs de mercure. Il fallait littéralement envoyer des ondes sonores à travers du mercure liquide pour stocker des informations, des 0 et des 1. On est à des années-lumière de nos clés USB. Mais pour ces scientifiques, ces machines étaient comme des grands trains électriques pour adultes, un terrain de jeu intellectuel sans fin. Et parmi eux, il y avait des noms importants, c'est ça? Oui, notamment Itiel de Solapoul, un politologue du MIT. Ce qui est fascinant, c'est qu'il travaillait déjà à l'époque sur une théorie des réseaux sociaux, bien avant l'heure. Il avait théorisé cette idée des 6 degrés de séparation, le concept que seulement quelques intermédiaires suffisent à relier n'importe qui à n'importe qui. Il pensait déjà le monde en termes de connexion, de réseau. D'accord, donc on a le vendeur de Madison Avenue d'un côté, et de l'autre, les meilleurs cerveaux du pays. Leur grande idée, c'était de construire ce qu'ils appelaient une people machine, une machine à comportement électoral.
Comment ils s'y sont pris, concrètement? Ils ont commencé par acheter des décennies de données de sondage, notamment ceux de l'Institut Gallup. On parle de 100 000 entretiens individuels, stockés sur des milliers et des milliers de cartes perforées. Ils ont ingéré tout ça dans leur ordinateur pour construire un modèle statistique de l'électorat américain, divisé en ces fameuses 480 catégories. Une fois que leur machine était prête, ils sont allés frapper à la porte des 2 campagnes présidentielles de 1960, celle de Richard Nixon et celle de John F. Kennedy. Et c'est l'équipe de Kennedy qui a mordu à l'hameçon. Oui, leur argumentaire de vente était très séduisant. Ils promettaient un tube à l'essai unique pour le stratège politique. L'idée, c'était de pouvoir tester des stratégies, et si Kennedy parlait plus de son catholicisme, et s'il l'ignorait, sans prendre de risques dans le monde réel. C'était un peu comme un modèle météo, mais pour la politique, quoi. L'équipe de Kennedy, qui préparait les tout premiers débats télévisés de l'histoire contre Nixon, était sous pression et a décidé de tenter le coup. Ils ont commandé 3 rapports en urgence. Et là, ça devient vraiment intéressant. Qu'est-ce que cette machine a bien pu leur conseiller? C'était révolutionnaire. Les conseils étaient étonnamment pertinents. Le premier, il concernait une question extrêmement sensible pour Kennedy, sa religion. En 1960, l'idée d'un président catholique, ça effrayait une partie de l'électorat protestant. La sagesse conventionnelle aurait été de ne pas trop en parler, d'esquiver. Mais attendez, conseiller à un candidat d'être authentique sur sa foi ou de courtiser un électorat clé, n'importe quel bon stratège politique aurait pu dire ça. Qu'est-ce qui prouve que c'est l'ordinateur qui a trouvé ça et pas juste les scientifiques qui ont plaqué leur propre intuition sur les données? C'est toute l'ambiguïté et le livre de Leport le souligne très bien. Il est impossible de séparer l'intelligence de la machine de celle des hommes qui l'ont programmée. Mais Simulmatics, en se basant sur ces simulations, a conseillé à Kennedy de faire tout le contraire de ce que disaient les vieux briscards. Il devait aborder le sujet de front, parler franchement de son catholicisme, affirmer son attachement à la séparation de l'Église et de l'État. C'est exactement ce qu'il a fait d'ailleurs, avec un discours resté célèbre. D'accord, ça c'est un premier point. Et les 2 autres rapports? Le deuxième conseil portait sur le vote moire. À l'époque, les sondeurs ignoraient largement cet électorat, le considérant comme monolithique ou peu importe. La simulation de Simulatics a montré qu'il y avait un potentiel énorme et a insisté sur l'importance de le courtiser activement. Et le troisième conseil était plus psychologique. Ils ont suggéré à Kennedy d'utiliser son charisme, son humour, sa ferveur, pour déstabiliser un Nixon plus rigide, plus mal à l'aise, lors des débats télévisés. Et on sait à quel point l'image a été cruciale dans ces débats. Kennedy a suivi les conseils, il a gagné l'élection d'une très très courte tête. Et les What If Men se sont sentis pousser des ailes. Ils étaient persuadés que c'était grâce à eux. Ils pensaient avoir fait l'élection. Et au lieu de rester discrets, ce qui aurait été la chose la plus intelligente à faire, ils ont été grisés par le succès et ils ont cherché la reconnaissance publique. Ce qui a bien évidemment déclenché un énorme scandale. Exactement. Un magazine publie un article au titre très évocateur, « La machine peuple ». La presse s'est emparée de l'histoire. On parlait d'un robot stratège de campagne, d'un monstre encombrant appelé Simulmatics. L'opinion publique était horrifiée. L'idée d'être réduit à des données et à des petits trous dans des cartes perforées, c'était profondément choquant pour l'époque. Face au tollé, l'équipe de Kennedy, qui venait d'être élue, a tout nié en broc. Simulmatics s'est retrouvé complètement grillé dans le monde politique. Donc ils ont eu ce succès spectaculaire mais secret qui a ensuite explosé en scandale public. Comment une entreprise peut survivre à ça? Ils ont fermé boutique? Non, ils ont tenté de pivoter, comme on dirait aujourd'hui. Ils se sont tournés vers le secteur privé, vers le marketing. L'idée était la même. Si on peut simuler le comportement d'un électeur, on peut simuler celui d'un consommateur. Ils ont proposé leurs services à des studios de cinéma, à des maisons de disques, en promettant de prédire le succès d'un film ou d'une chanson. C'est là qu'intervient une anecdote assez savoureuse. Un magazine satirique britannique, Punch, s'est moqué d'eux, c'est ça? Pour eux des chiens, ce sont des catégories de ciblage publicitaire tout à fait réelles et utilisées sur des plateformes comme Facebook. C'est glaçant. Mais le marketing n'a pas suffi, je crois. Ils se sont tournés vers un autre client. Un client beaucoup plus gros. Ou plus sombre. Au milieu des années 60, le Pentagone dépense des sommes colossales pour la guerre du Vietnam. Simulmatics a réussi à décrocher des contrats avec le ministère de la Défense, notamment pour des projets de guerre psychologique. L'objectif était d'utiliser leur modèle pour comprendre et influencer la population vietnamienne pour gagner la fameuse bataille des cœurs et des esprits. L'un des fondateurs a même eu cette phrase
terrible, décrivant le Vietnam comme le plus grand laboratoire de sciences sociales que nous ayons jamais eu. On sent toute l'arrogance et la déconnexion de ces universitaires. C'est une dérive complète. Ils sont partis sur le terrain, à Saigon. Là-bas, ils ont côtoyé des analystes d'autres groupes de réflexion, comme la Rand Corporation, le célèbre think tank de la défense américaine. Ils y ont même croisé des gens comme Daniel Ellsberg, qui deviendra célèbre plus tard pour avoir fait fuiter les Pentagon Papers. Mais est-ce que leur méthode, qui avait peut-être marché pour Kennedy, a été efficace sur le terrain vietnamien? Pas le moins du monde. D'après le livre de Leport, leur opération au Vietnam était un fiasco total, un spectacle de clowns. Le personnel ne parlait pas un mot de vietnamien. Leur modèle était basé sur des données américaines qui n'avaient aucun sens dans le contexte vietnamien. Ils ont fait des promesses mirobolantes au Pentagone qui n'ont jamais pu tenir. C'était l'échec de la technocratie froide face à une réalité humaine complexe, tragique. Finalement, le Pentagone, excédé, les a renvoyés chez eux en 1967. L'entreprise, endettée et discréditée, a fait faillite 1 an plus tard, en 1968. Alors, si on résume, une idée de génie, un succès secret, un scandale public et un échec lamentable au Vietnam. La société a disparu, on pourrait se dire que c'est juste une anecdote. Alors, si Simulmatics a été un tel échec, pourquoi c'est si important d'en parler aujourd'hui? Parce que leur histoire est une parabole. Simulmatics a échoué, c'est vrai, mais leur vision, elle, a triomphé, au-delà de leurs rêves les plus fous. Ce qui semblait effrayant, orwellien, immoral il y a 60 ans est devenu la pratique standard de notre monde numérique. Le livre établit un lien direct, une filiation entre la People Machine de 1960 et des entreprises comme Cambridge Analytica. Ah oui, on se souvient tous de ce scandale, la campagne de Donald Trump en 2016, l'utilisation des données de millions d'utilisateurs de Facebook à leur insu, cette idée de micro-ciblage, de diviser la population en catégories psychologiques pour leur envoyer des messages sur mesure, c'est du Simulmatics sous stéroïdes. Exactement. Un cadre de Cambridge Analytica a utilisé une phrase qui fait froid dans le dos et qui aurait pu être prononcée par les fondateurs de Simulmatics. Il a dit « Nous les avons bombardés jusqu'à ce qu'ils voient le monde comme nous le voulions ». La vision est la même. Seule l'échelle et l'efficacité de la technologie ont changé. Ce que Simulmatics essayait de faire avec des cartes perforées et 100 000 points de données, Cambridge Analytica l'a fait avec des milliards de points de données et des algorithmes infiniment plus puissants. L'auteur Jaron Lanier, il va même plus loin. Il décrit les réseaux sociaux non pas comme des outils de communication, mais comme une machine de modification de masse du comportement. Les algorithmes apprennent de chacun de nos clics, de nos likes, pour nous garder captifs, en privilégiant souvent les contenus qui provoquent la colère, l'indignation, parce que ce sont ceux qui engagent le plus, sans aucune considération pour la vérité. Et le plus incroyable, c'est de relire ce qu'écrivait Iciel de Solapoul, l'un des fondateurs de Simulmatics, à la toute fin de sa carrière. En 1968, l'année même de la faillite de son entreprise, il a écrit un texte, prophétique. Il a imaginé ce que serait le monde 50 ans plus tard, en 2018. Il a prédit qu'à cette date, un chercheur pourrait, depuis sa console, croiser des données sur les achats des consommateurs, leur QI, leurs opinions politiques. C'est exactement ce que font les courtiers en données aujourd'hui. C'est d'une lucidité terrifiante. Mais ce n'est pas tout. Après avoir décrit cette possibilité, il a posé une question cruciale. Aura-t-il le droit légal de le faire ? 50 ans plus tard, en 2018, la réponse est un oui quasi unanime. Non seulement il en a le droit, mais c'est le modèle économique de toute une partie d'Internet. L'histoire de Simulmatics, c'est donc finalement celle d'une vision qui a échoué. Non pas parce que l'idée était mauvaise, mais simplement parce qu'elle était trop en avance sur son temps. La technologie et surtout la quantité de données n'étaient pas encore à la hauteur de leurs ambitions. Ils étaient les précurseurs involontaires d'un système qui domine aujourd'hui tout notre paysage numérique. C'est le message principal de l'historienne Gilles Leport. Elle insiste sur le fait que cette issue n'était pas une fatalité. C'est un choix de société qu'on a fait, souvent sans même s'en rendre compte. Dans les années 60, l'idée d'une machine-peuple était jugée profondément amorale par le grand public, mais par la suite, l'éthique des débuts d'Internet, des slogans comme « l'information veut être libre »,« la donnée est reine », a favorisé un modèle économique basé sur la publicité ciblée et donc sur la collecte massive de données personnelles avec très peu de régulation. C'est fascinant de voir comment une barrière morale qui semblait infranchissable à une époque a été complètement pulvérisée quelques décennies plus tard, au nom de l'innovation et du profit.
On a collectivement accepté d'échanger notre vie privée contre des services dits gratuits. Simulmatics a montré la direction, mais c'est la Silicon Valley qui a construit l'autoroute. L'auteur du roman The 480, Eugene Burdick, nous avait pourtant laissé un avertissement. C'était prémonitoire. Il a écrit « Cela peut ou non aboutir au mal ». C'était une porte ouverte, une incertitude. Le livre de Lepore décrit les fondateurs de Simulmatics comme étant heureusement inconscients des conséquences de leur travail. Un peu comme des enfants qui jouent avec une boîte d'allumettes très très puissante. Ils étaient sans doute sincèrement persuadés d'agir pour le bien, d'apporter de la rationalité à la politique, sans voir la pente glissante sur laquelle ils s'engageaient. Ce qui nous amène à une dernière question, une pensée à méditer. Aujourd'hui, alors que les conséquences de ces technologies, la polarisation politique, la désinformation, l'anxiété sociale, sont si manifestes, si visibles, qu'est-ce qui empêche les architectes modernes de ces systèmes, dans les grandes entreprises de la tech, de plaider, eux aussi, une forme d'inconscience heureuse ?